Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, immense morceau puisque nous allons fêter ensemble les 50 ans d'un film ultra culte sorti donc en 1975, Jaws, ou en version française, Les Dents de la Mer, qui n'est au final que le troisième long métrage au cinéma de Steven Spielberg. Oui, on va compter Duel, qui a eu sa sortie en salle alors qu'à la base c'était un téléfilm, et il faut ô combien prendre en considération Duel quand on parle des Dents de la Mer, qui est une adaptation d'un roman écrit par Peter Benchley, qui apparaît d'ailleurs dans le film, un petit rôle d'intervieweur télé, sur un scénario coécrit par cet auteur et Carl Gottlieb, qui lui-même a un rôle un peu plus important dans ce long métrage. D'autres ont participé à l'écriture, Steven Spielberg lui-même bien sûr, mais aussi John Milius, qui est venu donner un petit coup de main. Première collaboration entre Steven Spielberg et John Williams. Oui, il était grand fan de ce compositeur déjà à l'époque et il a réussi à le convaincre ici pour une BO qui rentrera dans les annales, assez Bernard Herrmannienne évidemment, mais plus encore. Au casting, nous retrouvons dans le rôle principal du chef de la police, Martin Brody, Roy Scheider. Ça devait être Charlton Heston, mais Spielberg a voulu quelqu'un de moins connu, populaire, c'est important, à ses côtés pour, on va dire, constituer un trio dans la deuxième partie du film sur la mer. Robert Shaw qui joue Quint, le chasseur de requins avec son franc-parler, et Richard Dreyfuss, et oui, avant, rencontre du troisième type qui joue le scientifique océanographique, c'est pas facile à dire. Deux personnalités très différentes, et le personnage de Martin Brody est un petit peu au milieu. Trois classes sociales ici qui vont interagir et lutter contre une même menace. À leur côté, Lauren Gary qui joue la femme de Brody, Murray Hamilton, le maire, le fameux maire d'Amity, et d'autres personnes qu'on va pas forcément citer ici. Ah si, l'une des victimes, le jeune Alex, joué par Jeffrey Voorhees. Alors Voorhees, c'est marrant, vendredi 13, je ne sais même pas si ça a un lien, si quelques années après ils ont appelé Jason comme cela par rapport, enfin, le nom de famille par rapport à cet acteur, ça serait drôle. Mais bon, pourquoi pas, là je balance ça comme ça, j'ai rien vérifié. Bon, il va y avoir des choses à dire sur cette œuvre. Oh oui, et je vais partir un peu dans tous les sens. Un long métrage que je revois peut-être pour la, je sais pas moi, 7e, 8e fois, j'en sais rien, je compte plus. Je l'avais découvert à la télé d'ailleurs, hein, sur France 3, ça je me souviens. Je sais pas si je suis allé au bout, j'étais trop jeune, parce que vous savez, il fallait se coucher tôt à l'époque, hein, quand on était petit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après, une deuxième fois enregistré, ça je l'ai vu après, entièrement. Mais je crois que je l'avais vu d'abord partiellement quand j'étais enfant. L'histoire donc toute simple d'un chef de la police, Brody, qui vient de New York et qui s'est installé depuis quelques mois sur l'île d'Amity, autre cadre de vie pour lui. Il a fui la grande ville pour des raisons sécuritaires, hein, ça se sent, d'ailleurs il est obsédé par cela. Il vient avec sa famille, bon an, mal an, hein, il y a peut-être une tension quand même, mais surtout, alors qu'il s'ennuie, on reviendra sur ce point, enfin il s'ennuie. Voilà, l'été arrive, la saison, là, le 4 juillet, hein, avec plein de gens, et l'économie locale va enfin pouvoir, on va dire, se mettre en branle. Sauf que, peu avant, il y a une jeune femme qui se fait attaquer par un requin. Ça, c'est la scène d'introduction qui est assez en mode post-fin années 60. Ça aussi, c'est très intéressant, hein, la localisation temporelle et spatiale aussi, bien sûr, mais surtout temporelle du film. Donc, derrière, Brody s'inquiète. Mais le maire ne veut pas entendre parler de menaces. Lui, ce qui compte, c'est que tout le monde vienne, les touristes, la plage, etc. Il faut que ça soit open bar. Alors open bar pour son économie, mais peut-être open bar pour la créature dans l'eau. Et d'autres attaques vont être ensuite faites, notamment donc le jeune enfant, là, une scène quand même très violente, hein, qui m'avait choqué très jeune, forcément, parce qu'on voit la mort d'un gamin qui va avoir 10-12 ans, quoi. Et après, bah, même des pêcheurs, tout ça, à un moment, il va falloir quand même prendre les choses en main. D'ailleurs, tout le monde part à la chasse aux requins, mais il faut s'y connaître un petit peu. Et les seuls qui vont peut-être pouvoir faire quelque chose sont, alors Brody lui-même, parce que c'est le chef local, c'est sa mission, même s'il a peur de l'eau, il y a tout un truc là-dessus. Le chasseur de requins Quint, avec son franc-parler, qui a vécu son trauma, ça fait quand même deux personnes qui ont un trauma en soi, et Matt Hooper, ce scientifique qui s'y connaît. Et donc ce trio improbable va aller à la chasse aux requins, un grand blanc, qui semble plus grand même que les requins qu'on pouvait imaginer. Bon, évidemment, c'est un gros monstre, quoi. Film de monstre, film d'horreur, film d'angoisse traumatique et sociale aussi.
évidemment, Jaws est un tournant dans l'histoire du cinéma, dans la carrière de Steven Spielberg, et évidemment, puisque là, ça va être son premier immense succès, derrière, ça va être la folie, quoi. Et c'était pas gagné à l'époque, en plus, c'était même pas lui qui était prévu à la base à la réalisation, comme quoi, ça devait être une autre personne, mais elle a été un peu éjectée du projet parce que, bon, vous voyez trop une baleine plutôt que le requin, c'est bizarre en fait. Bon oui, parce qu'on va faire des références à Moby Dick quand même, mais à ce point, hein. Oui, Moby Dick, un des grands romans américains, et comme le disait un de mes professeurs de fac, pour connaître l'art américain au sens large, littérature et cinéma, il faut avoir lu 2 livres, la Bible et Moby Dick. Voilà, c'est pas la première fois que je sors cette anecdote, mais elle me fait beaucoup rire, et en fait, elle n'est pas si fausse que ça. Donc, évidemment, après, c'est culte. Hein. C'est immense comme film, évidemment. C'est peut-être pas celui avec lequel j'ai le plus d'accroche dans le cinéma de Spielberg, mais sur le plan technico-narratif, c'est extraordinaire, et sur les symboliques. C'est-à-dire que c'est un exemple, quoi. C'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qui a posé les jalons de tout un cinéma. C'est pour ça que je parlais de tournant. Un tournant en plein Nouvel Hollywood, enfin un Nouvel Hollywood qui commence quand même à être post-Nouvel Hollywood, et justement, il y a cette idée aussi. C'est-à-dire que je commence là-dessus, vous voyez l'aspect social, alors au-delà donc du maire, ultra-économie, etc., on voit aussi donc les rapports de classe, mais ce rapport a une sorte de peur globale, avec le personnage de Martin Brody, qui est vraiment au milieu, c'est la classe moyenne traditionnelle à la Spielberg, quoi, qui a fui New York et qui est obsédé par la sécurité, parce qu'il y a eu probablement des soucis qui ne sont pas vraiment très développés, peut-être plus dans le roman, mais bon, c'est pas la peine d'en dire plus. Et il a toujours peur pour ses enfants. Voilà. Le début d'ailleurs est assez prenant. On voit un de ses fils qui est blessé à la main. Et ça commence. Vous voyez, l'apparition du sang de façon très, on va dire, secondaire dans le cadre familial veut beaucoup dire. Évidemment, dans le cadre familial, le danger va être là. Parce que l'un des enfants, à un moment, va avoir aussi cette peur du requin. Alors que pourtant, il était placé sur un étang où il était censé être tranquille. C'est ça aussi, hein, on est tranquille nulle part. Hein. C'est un peu le contexte américain de l'époque. Nul n'est en sécurité, mais même dans un cadre paradisiaque comme celui-ci. Pas besoin d'être dans une grande ville. Et surtout, voilà, la parano post-Watergate, post-guerre du Vietnam, machin, et fin de cette hégémonie ou peace and love potentielle de la tranquillité des années 60, bien sûr. Et ça, c'est pas anodin, à mon avis, que le film s'ouvre sur des jeunes, donc la jeunesse, qui est post-hippie, qui est quand même la jeunesse là, encore un peu libre, qui fait un peu kumbaya sur la plage, mais très vite, cette harmonie va être brisée avec la mort de l'une d'entre eux, du coup, et aussi cette relation potentiellement amoureuse, là, qui se fait pas, il y a une distanciation, jusque dans le fait que le gars, il est sur la plage tranquille à se prélasser, alors que l'autre, elle va se baigner, elle va mourir, quoi. Vous voyez, il y a cette idée-là que l'unité ne se fait plus, et que le danger, de toute façon, peut surgir à n'importe quel moment, et n'importe où, et n'importe comment. Ah oui, mais il joue là-dessus, Spielberg, c'est pas non plus un film de parano pour qu'il ait pour avoir la peur. Il y a peut-être sa peur à lui aussi, parce qu'il a vécu une jeunesse, ou voilà, mais il y a un regard sur le monde, tout simplement. Et Spielberg, on dit souvent que c'est pas vraiment un cinéaste très politique, enfin, forcément, le cinéma c'est politique, mais vous voyez, il n'insiste pas trop, mais si, il y a toujours un fond derrière, évidemment, dans la cellule familiale, c'est important. Ici, le père que l'on voit, le père, hein, je parle, l'époux, mais surtout le père, c'est celui qui aurait pu tourner comme celui dans Rencontre du troisième type, vous voyez, dans l'aliénation, dans une obsession. Là, il y a cette obsession, hein, son Moby Dick à lui, c'est ce grand requin, hein, si vous voulez, mais il y a encore, il y a des relations avec les fils, on le voit, à un moment, il y a une histoire de mimétisme très touchant avec son plus jeune gamin, c'est une scène qui est comme ça, et qui va rappeler indirectement, mais autrement, évidemment, ce qu'il fera dans E.T. Quand la créature et Elliot seront en harmonie, en symbiose, quoi. Moi, j'aime beaucoup ça, cette idée qu'à un moment, il faut garder quand même une cohésion. Et après, évidemment, ça se déroule, quoi. Dans la montée crescendo, on va pas rappeler les anecdotes du requin mécanique qui fonctionne pas bien, et encore heureux, grâce à ça, on le voit pas beaucoup, parce que ça a été dit, redit, redit, hein, évidemment. C'est que le film a été aussi évolutif par rapport aux conditions de tournage qui étaient compliquées sur l'eau, hein. Ça a duré 3 fois plus de temps que prévu, le budget aussi a dû être dépassé, parce que c'est pas facile de faire un film en décor naturel sur la flotte, parce que voilà, hein, époque un peu encore de Nouvelle Hollywood, Spielberg s'affranchit aussi des studios pour faire des films comme ça. Regardez Sugarland Express, c'est un film de Nouvelle Hollywood, hein, et Duel, évidemment. C'est-à-dire que Spielberg, on n'en parle pas souvent hein, dans l'histoire, comme quoi il pourrait être un cinéaste du Nouvelle Hollywood, parce que évidemment, c'est lui qui lance là le gros blockbuster estival, etc. Donc ça va partir ailleurs après. Mais il est aussi là, dans cette, on va dire, cette phase du cinéma américain
Et après, bah, voilà, ça se déroule, quoi. Je vais pas forcément faire de zone spoiler ici, parce que tout le monde a vu le film, c'est pas la peine. Vous savez comment ça se termine. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, après, ils vont faire chacun face à cette menace-là. Vont-ils tuer le requin ou pas? Voilà, là, je laisse un gros mystère. Si vous n'avez pas vu le long métrage, est-ce qu'ils vont tous survivre? Oh là là, c'est pas le plus important non plus. Mais d'ailleurs, dans le bouquin, c'est pas tout à fait pareil à la fin. Et ce qui est intéressant, c'est surtout les relations et la psychologie traumatique. Et là-dessus, la mise en scène de Spielberg est parfaite. Avec des techniques d'époque qui étaient déjà faites avant, hein, bien sûr. Hein, le fameux travelling compensé, vertigo, sueur froide, sur le moment où le chef voit donc le jeune Alex se faire attaquer. Grande scène, parce que en fait, elle dit beaucoup. Elle dit beaucoup, et là, il commence à s'apaiser, il se dit, bon, allez, finalement, ça va peut-être bien se passer. Et le choc, il est d'autant plus violent. Et cette idée de rappel à Hitchcock, avec en plus la musique de John Williams, qui peut être aussi un rappel à Hitchcock, c'est pas anodin. Vous voyez, le vertige des sueurs froides, à ce moment-là, paf, tu sens avec le mouvement de caméra particulier, le basculement et la torpeur. C'est-à-dire que c'est une technique de réalisation qui fait ressentir quelque chose dans ce que peut avoir le personnage au fond de lui. Et c'est pas vraiment ici utilisé au hasard, loin de là, et c'est ça qui est fort. Comme aussi l'utilisation de la fameuse demi-bonnette. La demi-bonnette, hein, c'est utilisé depuis un petit moment, je crois que l'un des premiers à l'avoir fait, bon, il a fait beaucoup de choses avec ce film en premier, mais bon, le premier je ne sais pas, c'est Orson Welles dans Citizen Kane, hein, le premier a filmé aussi le plafond, voilà, tout ça, à renfermer un peu plus ses personnages, même en haut, alors qu'à l'époque ça se faisait pas. Et cette idée justement... quand il veut absolument observer qu'on vient lui parler, c'est-à-dire qu'on continue de son point de vue à lui grâce à la demi-bonnette, voir finalement que le plus important, ce qui doit être le plus net, c'est ce qui se passe au fond, même si nous, à la caméra, on voit aussi la personne qui lui parle. Bon, cette idée de double aussi, il est sur la terre, mais ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe sur l'eau, et pourtant il a peur de l'eau. Et la peur de l'eau fait qu'il y a une peur là, pour tout le monde, c'est le requin qui va surgir, ou pas, mais il surgit aussi, évidemment, souvent. Mais pas tout le temps, des fois il y a un petit peu d'humour dans le film, hein, voir des gens qui font des pranks, ou la caméra qui s'amuse à faire croire que c'est un requin, mais en fait pas du tout. Ça a été repris évidemment dans beaucoup de films, mais pas que dans des histoires de requins, évidemment. Donc il y a ça, cette tentative de mise en scène là. Il y a aussi des jeux assez intéressants sur les horizons, comme souvent chez Spielberg. Alors rappelez-vous de Fabelmans, hein, quand il va voir son personnage, mais c'est Spielberg. Hein. John Ford, en gros, l'horizon, en haut, en bas, c'est bien, au milieu, c'est boring, c'est ennuyeux, voilà. Et ben, au début du film, il joue là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a cette transition de la première mort, on est dans la nuit et tout, le lever de soleil plus ou moins, hein, l'apparition de Brody qui regarde à la fenêtre, et ben là l'horizon, vous le voyez, il tend à être, et pas tout à fait, hein, mais il tend à être au milieu. Vous allez me dire, mais alors, hein, il n'a pas écouté les conseils de John Ford? C'est plus subtil que cela, parce que ça ne veut pas dire que si on met l'horizon au milieu, c'est ennuyeux, que ça ne veut rien dire si on le met plus vers le milieu. C'est-à-dire que tu peux avoir un geste cinématographique. D'ailleurs, cette anecdote, John Ford, en fait, c'était plus pour une blague. Il l'a peut-être vraiment dit, mais il a mis l'horizon au milieu plus d'une fois dans ses films, mais il voulait dire quelque chose. Si l'horizon est au milieu, c'est que c'est peut-être le calme avant la tempête, et que dans la vie des personnages, c'est presque monotone, et c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a cette fausse monotonie du lever de soleil après le meurtre, hein, le calme après la tempête, et puis il y a le calme avant la tempête pour le chef Brody qui regarde en se levant à la fenêtre, et il s'ennuie un peu, ça veut dire qu'il est hors saison depuis qu'il s'est installé là avec sa famille depuis l'automne, là l'été arrive, bon bah oui, il se passe pas grand-chose, la lumière un petit peu à l'extérieur, d'ailleurs il a l'air un petit peu dans son huis clos à lui, là, lui qui a fui New York, mais il y a encore ces traumas et cette idée. Et que ça soit au milieu, c'est que cette monotonie va être brisée. Après l'horizon, il y aura d'autres jeux sur l'horizon. Au moment, il y a une scène plus tard dans le film, avant qu'il parte sur la mer, hein, où il va y avoir un zoom avant sur l'horizon. Et là, l'horizon, quand on fait ce zoom avant, l'horizon, il est vers le haut. C'est-à-dire que ça va changer, ça va se chambouler, c'est déjà chamboulé. C'est-à-dire qu'on chamboule l'idée du début de la monotonie. Parce que finalement, même dans la pleine saison, je vous dis, qu'est-ce qu'il aurait eu à gérer des jeunes alcooliques qui ficheraient un peu le bazar, enfin des gens qui font la fête, quoi, deux, trois gens qui font des bêtises dans l'eau, mais sinon, là, jamais il aurait imaginé qu'il y aurait des requins, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Enfin, un requin particulier. Il y en a un autre, un plus petit, mais c'est... Red herring, comme on dit, c'est le hareng rouge, c'est un petit requin. Non, c'est pas lui la vraie menace. Faut croire que le maire là-dessus, il est content. Ah oui, on a trouvé votre requin. Ah, pas du tout, non. Ah, pas du tout. Et évidemment, après le jeu, c'est sur Extraordinaire Quint, hein, évidemment. Alors Robert Shaw qui était pas très frais tout le temps sur le tournage, paraît-il. Ça colle bien avec son personnage. D'ailleurs, il est présenté plus ou moins comme ça. Alors, il y a ce monologue. Et, attention les requins, vous y connaissez rien. Après, dans son antre là, où on voit qu'il a
des carcasses de bêtes. Et il a aussi l'alcool, évidemment. Ouh là là, il est brut de décoffrage. Lui, c'est la classe populaire ultime. Hooper, en face de lui, c'est un peu le gosse de riche, hein, c'est clairement dit. Brody va devoir faire l'entre-deux, mais il va aussi s'affirmer et vaincre sa terreur et sa peur en prenant ses responsabilités, puisqu'il va quand même sur l'eau. Alors qu'il a peur de l'eau, apparemment il y a une histoire de noyade plus jeune, hein, il y a cette idée, il le dit, drowning à un moment. Bon. Et Quint, c'est extraordinaire. C'est un personnage extraordinaire. D'ailleurs, il y a beaucoup d'improvisation, je crois qu'il y en a au moins une, hein, de Robert Shaw, qui a pris beaucoup de liberté sur son personnage, qui peut être évidemment le sort, c'est le capitaine Ahab, hein, de Moby Dick, bien sûr. Lui aussi, il a eu ce trauma par rapport à des requins, par rapport à quelque chose sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a un lien là-dessus aussi, hein. Si tu récupères les conséquences de ton destin, c'est-à-dire avoir amené la bombe atomique, et après derrière, bah, tu ne fais que souffrir. Lui, il en est survécu, mais il est là pour aller au bout. Son destin est tout tracé. Un destin à la capitaine Ahab, hein, du coup. Voilà. Bon, aussi quand il chante Spanish Ladies, là, de Madrid, en version française, c'est très connu ça. D'ailleurs, la VF, elle est très bien, mais celle de 1975, hein, pas la nouvelle version. Hein. Moi, jamais, hein. J'avais essayé une fois, non, jamais. Je l'ai vu en VO ou en VF, ce film, hein, les deux d'ailleurs. C'est très très bien. Ben, ouais, cette chanson qui revient, qui appelle à la mort, et à un moment, il y a même John Williams qui reprend le thème de cette chanson, c'est très soudain, quand la menace est vraiment palpable et ultime pour la dernière confrontation, donc peut-être avec le requin que l'on voit peu, et les scènes où il est là, et c'est brutal. Hein. Et puis les réactions des personnages, ça a été difficile sur le tournage, et ça se sent. C'est très très fort, voilà. C'est extraordinaire. Et donc Quint, très 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 bien, à un moment, évidemment, quand il va... Il y a cette communauté dans le bateau à trois, quand ils vont se comparer leurs blessures de guerre, si vous voulez. Alors, Brody, lui, il n'en a pas, il a peut-être plus là, et d'ailleurs, à un moment, il se contemple, il se dit, est-ce que j'ai une cicatrice à monter? Est-ce qu'il ne montre pas à un moment son appendicite? J'en sais rien. Mais même Hooper et Quint, finalement, ont ce point commun, alors qu'ils ne sont pas du même monde. Voilà. Mais ça, c'est bien, ça. C'est très, très rajout. Ça, c'est des scènes qui n'auraient peut-être pas existé s'il n'y avait pas eu des problèmes de tournage sur l'eau. Ils ont fait des rajouts, voilà, en mode, on va quand même développer le truc. Et c'est ça qui fait aussi la légende du film. C'est-à-dire que le film, il fonctionne d'autant plus qu'il a été difficile à faire, que tout ne s'est pas passé comme il faut. Et on se retrouve avec ce chef-d'œuvre-là. Parce que tous les petits détails ajoutés ou qui n'étaient pas prévus font quelque chose de plus. À un moment, il y a même une étoile filante qui apparaît, et c'est une vraie, c'était pas prévu, ça a été filmé comme ça. Voilà, Spielberg, c'était son destin, c'était sa bonne étoile, ce long métrage. Donc on pourrait en parler pendant des heures, évidemment, d'autant plus, mais je vous renvoie à pas mal d'écrits sur l'œuvre et sur le cinéma de Spielberg ou de vidéos. Je pense bien sûr au cinématographeur Victor Norek, hein, s'il m'écoute, s'il me regarde, je le salue, je lui dédicace cette vidéo parce qu'il a beaucoup parlé du film. D'ailleurs, anecdote, mais ça il ne le sait pas. J'avais hésité à l'inviter pour parler des 50 ans des Dents de la Mer, mais non seulement il en a parlé en long et en large et en travers en podcast, dans son livre, et il en a fait une vidéo, je me dis, ça l'aurait saoulé. Peut-être qu'un jour, je l'inviterai pour un autre film, et peut-être pas du Spielberg, voilà, l'invitation est lancée. S'il écoute, je sais que s'il a le temps et tout, il acceptera avec plaisir. Mais en tout cas, voilà, achetez ses bouquins, parce que son deuxième volume est sorti, sur le cinéma de Spielberg, et voyez et revoyez Les Dents de la Mer. Voilà, j'avais plein de choses que je pouvais dire en plus, hein, parce que bon, je fais ça à chaud, j'ai un petit peu lu 2-3 trucs avant, etc., mais vu et lu 2-3 trucs avant, mais ça reste comme ça un point ciné-critique malgré tout. Donc, une œuvre rentrée dans l'histoire du cinéma et qui a créé la légende Spielberg aussi. Que ce soit notre préféré ou non, ce n'est pas important, c'est de voir comment il s'inscrit, comment il a été fait, ce qu'il donne, donc sur le plan filmique au sens large, narratif, et psychologique. Il y a énormément de pistes d'analyse, c'est extraordinaire. Voilà, que vous ayez du mal ou non sur le côté un peu aventure et tout, mais ça en dit long sur cette Amérique de l'époque et sur les traumas. Et ça a changé à jamais aussi l'histoire du film d'horreur au sens large, parce que oui, Jaws c'est un film d'horreur, mais pas que, mais c'est cette idée-là, quoi. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez du film, bien sûr, de ses effets, de ses jeux, de ses mises en scène, de tout. Voilà, de vos anecdotes personnelles aussi. Et là, on échange là-dessus, parce que sur ce genre d'œuvre, c'est toujours amusant de lire les gens et de leurs rapports, etc. Et puis évidemment, ce que je n'ai pas pu développer, ou mal, ou pas suffisamment, ou ce que j'ai oublié de dire, à vous la parole. On poursuit le dialogue ici, ci-dessous, en tapant sur vos petits claviers. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!